Le Maroc s'est imposé pendant des décennies comme l'une des destinations touristiques les plus exotiques d'Afrique. Et ce n'était pas seulement pour ses paysages caractéristiques, ses villages pittoresques dans le désert et ses grands marchés prisés des touristes, mais aussi pour sa cuisine exquise et son offre culturelle qui en surprennent plus d'un. Le Maroc possède un riche passé hispanique, mais ce patrimoine est-il encore préservé aujourd'hui ? L'espagnol a-t-il un avenir prometteur dans ce pays ou, au contraire, est-il condamné à disparaître ? Répondons à ces questions ci-dessous. Tout d'abord, nous devons comprendre pourquoi la langue espagnole est présente aujourd'hui au Maroc. Bien que la situation de multilinguisme actuelle au Maroc ait été conditionnée par de multiples facteurs culturels, politiques et administratifs. Nous devrions remonter au début de l'époque moderne, lorsque les musulmans ont été définitivement expulsés d'Espagne, après la soi-disant guerre de Grenade. Entre 1420 et 1492, ces musulmans ont commencé à occuper les territoires du nord-ouest de l'Afrique, qui possédaient déjà une riche histoire millénaire, marquée par les Phéniciens et différentes dynasties de Berbères. Il convient de souligner qu'en 1415, la ville de Ceuta, au nord de l'actuel Maroc, a été conquise par les Portugais. Mais en 1640, lors de la séparation entre l'Espagne et le Portugal, les habitants de Ceuta décident eux-mêmes d'appartenir à la couronne espagnole, refusant de reconnaître le roi Jean IV du Portugal comme leur souverain, car les liens avec la monarchie hispanique étaient beaucoup plus forts à travers les siècles. D'autre part, l'Espagne avait également mené sa propre conquête dans la ville de Melilla, non loin de Ceuta, qu'elle a conquise en 1497 sous le commandement de Don Pedro de Estopinian, l'incorporant ainsi au royaume de Castille. Pour cette raison, Ceuta et Melilla sont restés des enclaves de souveraineté espagnole sur le continent africain, constituant aujourd'hui des villes autonomes, qui sont des territoires métropolitains espagnols. C'est-à-dire que Ceuta et Melilla sont équivalentes à d'autres villes espagnoles comme Malaga, Huesca ou Séville. Malgré les revendications constantes du gouvernement marocain qui se sont toujours révélées infructueuses et sans fondement politique, puisque ces enclaves appartenaient déjà à l'Espagne bien avant la formation de l'actuel État marocain en 1956 ou même avant la proclamation d'un royaume véritablement marocain. À partir de la dynastie alaouite fondée en 1631 qui est la dynastie encore en place aujourd'hui. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Mais revenons à l'histoire. Au cours des 18e et 19e siècles, l'Afrique du Nord a été fortement bouleversée et beaucoup de ses États ont succombé à la domination ottomane, française ou britannique. Cependant, la dynastie alaouite mentionnée précédemment a réussi à maintenir l'indépendance du Maroc pendant ces siècles. Mais maintenir la stabilité marocaine au XIXe siècle n'était pas une tâche facile, car l'affaiblissement de l'Empire ottoman rendait de plus en plus difficile le contrôle de l'Afrique du Nord, ce qui a entraîné de nombreuses attaques de pirates perpétrées depuis la Méditerranée, tandis que la soi-disant guerre d'Afrique entre l'Espagne et le sultanat du Maroc a eu lieu en 1859, au cours de laquelle différents groupes marocains originaires de la région du Rif cherchaient à s'emparer des villes de Ceuta et Melilla. La guerre s'est terminée en 1860 par la victoire espagnole et la signature du traité de Guadras, dans lequel l'Espagne, en plus de recevoir une indemnisation financière pour la guerre, a également obtenu le territoire autour du fortin de Santa Cruz de la Mar Pequeña, qui avait été établi sur la côte atlantique à l'époque d'Isabelle la Catholique. Ce territoire a ensuite été appelé Ifni, tandis que la France poursuivait son expansion colonialiste en Algérie.
L'Espagne afghane a établi sa colonie dans la région du Sahara occidental, également connue sous le nom de Sahara espagnol, dans le cadre d'un accord entre les puissances européennes lors du partage de l'Afrique. Cela a augmenté la présence espagnole dans la région ouest du Maghreb. Au fil des années, les conflits entre les puissances pour coloniser l'Afrique ont commencé à s'intensifier, ce qui a poussé l'Allemagne à vouloir également le contrôle du Maroc. Cela a provoqué un désaccord avec la France qui avait déjà manifesté son intention de contrôler la région. Cet événement s'est terminé en 1906 lors de la conférence d'Algésiras, où le territoire marocain a été confié à un protectorat espagnol au nord, dans la région du Rif, dans la zone connue sous le nom de Cap Juby, au sud, à la frontière avec la colonie déjà établie du Sahara espagnol, et à un protectorat français dans la zone centrale et méridionale, ce qui a été ratifié plus tard dans le traité de Fès en 1912. Cette situation allait profiter au sultanat marocain de l'époque, car il avait perdu le contrôle économique de la région. Pour cette raison, malgré les protectorats, le Maroc continuait à avoir la souveraineté sur la région. Mais en pratique, ce sont les puissances européennes qui exerçaient le véritable contrôle de l'administration. La colonisation européenne, sous le couvert des protectorats, n'a pas été bien accueillie par de nombreux groupes de la région du Rif qui se sont soulevés en rébellion, provoquant la guerre du Rif de 1911 à 1927 où, à la fin, le contrôle européen a prévalu, parvenant à renverser la République du Rif autoproclamée. Le protectorat français s'est principalement consacré à l'exploitation minière de sa région, bien qu'il ait apporté des améliorations au système de transport et à l'agriculture. Mais les Marocains, voyant leur marginalisation progressive, décidèrent de former le Comité d'action marocain, qui garantissait l'occupation de postes gouvernementaux par des Marocains, et de récupérer un peu le contrôle perdu. Après la Seconde Guerre mondiale et avec l'affaiblissement important de la France, le sultan Mohamed V a entamé des négociations pour l'indépendance avec le gouvernement français. Celle-ci s'est consolidée en 1956, lorsque la France a officiellement renoncé au protectorat. Les négociations avec l'Espagne ont été menées séparément, aboutissant à la cession du protectorat dans le Rif en avril 1956 et de la région de France Cap-Ubi en 1958. Plus tard, le 30 juin 1969, l'Espagne remettra la région d'Ifni, concrétisant ainsi son retrait définitif du territoire marocain. D'autre part, les Marocains ont commencé l'invasion dans la région du Sahara espagnol avec la soi-disant Marche verte, avec le soutien logistique des États-Unis. Nintuni. Celle-ci a abouti à ce qu'on appelle l'accord tripartite, dans le cadre du programme de décolonisation de l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies, par lequel l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie acquièrent l'administration temporaire du Sahara espagnol, jusqu'alors colonie espagnole. Mais bientôt, l'Espagne retirerait ses intérêts politiques dans cette région. Et par conséquent, les Sahraouis, qui étaient les habitants autochtones du Sahara occidental, ont formé le Front Polisario et proclamé la République sahraoui, déclenchant la guerre du Sahara occidental. En expulsant les Mauritaniens en 1979, mais sans la reconnaissance du gouvernement marocain, un conflit qui perdure encore aujourd'hui. Toute cette histoire permet de mieux comprendre pourquoi l'espagnol est parlé dans certaines régions du Maroc. Mais peut-on vraiment considérer que l'espagnol est une langue d'avenir sous le gouvernement actuel ? Il est vrai que l'espagnol était la langue prédominante dans le Nord à l'époque du protectorat. Après l'indépendance du pays, on a constaté une baisse spectaculaire du nombre d'hispanophones dans toute la région au profit du français et, plus récemment, de l'anglais. Les langues officielles du Maroc sont l'arabe classique et le berbère. Cependant, la langue la plus répandue au niveau populaire est l'arabe marocain qui est une variété dialectale de l'arabe classique. Le français, depuis le protectorat, a obtenu une place privilégiée dans la société marocaine et est devenu la langue de l'administration et de l'éducation, puisque presque toute l'éducation obligatoire se fait en arabe et en français.
Le français est également considéré aujourd'hui comme une langue de statut et de communication avec l'Occident. Au Maroc, bien que récemment les jeunes Marocains soient de plus en plus attirés par l'apprentissage de l'anglais pour des raisons évidentes de mondialisation. Le gouvernement espagnol déploie actuellement d'importants efforts économiques pour préserver l'espagnol au Maroc, par l'ouverture de sièges de l'Institut Cervantes en plusieurs points du pays. Cependant, le coût élevé de ces cours fait que la majorité de la population n'a pas accès à ces ressources. En plus de cela, au cours des dernières décennies, le recul du nombre d'étudiants en espagnol dans les universités est considérable. Et bien que certaines multinationales considèrent l'espagnol comme un atout dans les curriculums vitae des Marocains, ce n'est pas un facteur déterminant pour leur embauche, comme c'est le cas du français dernièrement ou de l'anglais. À cela s'ajoute que le gouvernement marocain actuel ne fait aucun effort pour maintenir l'espagnol. C'est pourquoi, si des actions immédiates et précises ne sont pas entreprises pour préserver la langue, dans les décennies à venir, nous pourrions assister à l'extinction définitive de l'espagnol dans le royaume du Maroc. Une situation que les hispanistes marocains font connaître au monde de manière urgente, à travers de nombreuses bonnes publications et les médias. Cependant, la langue espagnole est encore vivante dans certaines régions du Rif, dans l'ancienne colonie d'Ifni, et dans une grande partie du Sahara occidental. Mais elle survit de manière critique, car les Marocains préfèrent étudier le français ou l'anglais comme deuxième langue. Et il est nécessaire d'une attention rapide et de politique claire du gouvernement pour sa réintroduction et sa préservation. Seul le temps déterminera le sort de cette langue, aujourd'hui minoritaire dans cette région du monde. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. À bientôt.